Je me rends compte que parfois, quand je me mets sur TikTok, je commence à scroller comme ceci. Tu n'arrives plus à t'arrêter. Une fois qu'on y est, c'est difficile de sortir. Qu'est-ce qui explique ça? Alors moi, je dirais vraiment que ces algorithmes sont déjà très surhumains en psychologie humaine. Mais TikTok connaît très très bien ses utilisateurs parce qu'il a des données extrêmement invasives. Il y a des gens qui disent que ChatGPT va remplacer Google Search. En fait, c'est anachronique parce que YouTube a déjà remplacé Google Search. Ah oui? Depuis 2016, il y a plus de vues sur YouTube que de recherches sur Google. Ok. Les contenus qui nous font le plus rester sur la plateforme, c'est des contenus qui sont... il y a un peu, qui suscitent des grosses émotions de façon générale. Donc ça peut être la joie, ça peut être le rire. Mais ce qui marche encore mieux que ça, c'est l'indignation, la colère et la haine. Et la peur aussi. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour réduire ces risques-là? La première chose, ça serait déjà de se méfier beaucoup plus des réseaux sociaux, de vraiment beaucoup plus reconnaître qu'il y a une guerre hybride qui a lieu en ce moment sur ces réseaux sociaux. La guerre, c'est entre qui? C'est les utilisateurs et l'algorithme? Parce que souvent, les questions d'AGI, elles sont liées à la question, est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut s'en préoccuper? Exact. Moi, j'ai envie de dire, il faut se préoccuper beaucoup de TikTok. En fait, même ce gobelet, je suis à peu près persuadé que ce gobelet a été beaucoup plus audité que ChatGPT. Hello, moi c'est Natacha Ndjongwa Yebga, ingénieure data scientist depuis plus de 5 ans. Ma mission à moi, c'est de rendre le monde de la data et de l'intelligence artificielle accessible à tous et à toutes. Et à travers ce podcast, l'objectif c'est de vous inspirer, c'est de vous guider, c'est de vous montrer la voie des possibles et de vous montrer à quel point vous pouvez transformer votre quotidien et votre carrière grâce à la data et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour notre société. Ce sont les algorithmes de recommandation. Tous les jours, on est à majorité en train de scroller sur TikTok, scroller sur Instagram, scroller sur YouTube, nous sommes sur Facebook. Bref, on est en permanence en contact avec les algorithmes de recommandation et ils ont un grand impact sur nos vies. Ces systèmes influencent considérablement nos choix au quotidien. Ils influencent ce qu'on regarde, ce qu'on achète et même ce qu'on pense. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces algorithmes-là sont réellement au service de leurs utilisateurs ou alors ce sont des gros risques pour nos libertés et surtout pour la démocratie? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'inviter sur cette chaîne Lee Nguyen Wang, qui est le cofondateur et CEO de Kalikapa, une entreprise spécialisée dans la sécurité des systèmes d'intelligence artificielle. Lee, c'est surtout un passionné des mathématiques et vulgarisateur scientifique. Il est notamment très connu pour sa chaîne YouTube Science for All, qui a plus de 230 000 abonnés et plus de 18 millions de vues. Il est également l'auteur de plusieurs livres sur l'IA et des mathématiques et président de l'association Tournesol, qui développe des outils pour des recommandations de contenu collaboratifs et éthiques. Dans cet épisode, on va discuter ensemble des risques réels des algorithmes de recommandation. On va voir ensemble comment est-ce que ces systèmes influencent nos décisions. Pourquoi est-ce que ces algorithmes peuvent polariser les opinions et amplifier davantage des biais? Et surtout, comment imaginer des systèmes plus éthiques et responsables? Avant de vous laisser avec le podcast, n'oubliez pas, commencez par vous abonner si ce n'est pas encore le cas, parce que c'est comme ça que les personnes de plus en plus influentes auront envie de venir participer à ce podcast. Mettez-moi de gros pouces bleus pour soutenir la chaîne, parce que c'est comme ça que les algorithmes, en fait, vont promouvoir la chaîne. Et surtout, sur toutes les plateformes d'écoute, mettez 5 étoiles, parce que c'est comme ça que la chaîne YouTube, les podcasts seront davantage vulgarisés auprès du grand public. Maintenant, plus de blabla, je vous laisse avec le podcast avec Lee. Bonne écoute à vous. Alors, Lee, un de tes sujets favoris, c'est justement les systèmes de recommandation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est qu'un système de recommandation et pourquoi est-ce que ce sujet te tient à cœur? Oui, donc en fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand nos concitoyens vont accéder de l'information, ils utilisent le téléphone, qui est beaucoup plus utilisé que l'ordinateur. Et sur le téléphone, en fait, le mode de navigation le plus naturel, je ne sais pas si tu as déjà utilisé un téléphone. Bah oui. Sur le téléphone, en fait, taper, c'est compliqué. Faire des recherches, c'est un peu plus laborieux. Oui. Et ce qu'on fait beaucoup plus, c'est cliquer, swiper, scroller donc sur les différentes applications. Et donc, les algorithmes de recommandation, c'est ceux qui répondent à ça la plupart du temps. Donc, quand on ouvre surtout les réseaux sociaux, dès qu'on scrolle, dès qu'on va allumer même l'application, c'est un algorithme de recommandation qui va choisir quel contenu nous afficher. Et ces algorithmes de recommandation, il faut vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, ils sont très influents à cause de ce rôle. Vraiment, c'est l'interlocuteur privilégié
aujourd'hui de nos concitoyens sur l'information. Il y a des gens qui disent que ChatGPT va remplacer Google Search. En fait, c'est anachronique parce que YouTube a déjà remplacé Google Search. Ah oui? Depuis 2016, il y a plus de vues sur YouTube que de recherches sur Google. Ok. Et 2/3 des vues sur YouTube sont le résultat de recommandations. Enfin, ça a même augmenté, on est plus à 3/4. Ça, c'est les chiffres de 2017. Et donc, comme ces algorithmes de recommandation fournissent vraiment l'information à la plupart de nos concitoyens, ils sont extrêmement influents. Ils sont aussi extrêmement sophistiqués. C'est des algorithmes qui sont beaucoup plus sophistiqués que ce qu'on faisait il y a 15 ans, forcément. Le machine learning a beaucoup avancé. Oui. En particulier, on ne fait plus du tout ce qu'on appelle la factorisation de matrice. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Depuis 2016, au moins, Google communique sur l'utilisation de réseaux de neurones pour faire ça. Et en fait, ça, c'est pas étonnant parce que YouTube, par exemple, c'est 1 siècle de vidéos mises en ligne par jour. Donc, chaque jour, il y a 1 siècle de contenu. Et l'algorithme de YouTube est obligé de tout regarder pour pouvoir filtrer les contenus, tout ce qui est droit d'auteur, tout ce qui est images graphiques, des choses horribles. L'algorithme de YouTube est obligé de filtrer tout ça pour essayer de voir tout ça. Donc il y a de l'analyse automatisée de la vidéo qui est faite. Il y a aussi de l'analyse automatisée du son, et donc transcript automatique, plus analyse de transcript. Tout ça pour bien comprendre les vidéos, l'offre informationnelle qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et ensuite, il y a tout ce qui est profilage psychologique. Donc, c'est des algorithmes qui font du profilage psychologique de milliards d'humains sur Terre. Okay. Et qui essaient de comprendre non seulement qu'est-ce qui fait réagir telle ou telle personne, mais même à quelle heure ça le fait réagir, comprendre un peu les habitudes des différents utilisateurs. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, en fait, quelque chose qui est assez méconnu, c'est que le plus gros modèle de machine learning publié à ce jour, en tout cas publiquement, c'est un algorithme, un système de recommandation. C'est pas GPT-4, ce n'est pas... Non, c'est un algorithme qui s'appelle Persia. Okay. Alors ça date un peu, je crois que c'était 2022. Okay. Mais il a 100 000 milliards de paramètres, donc qui est fait par Guangzhou, une entreprise chinoise. Donc c'est un concurrent de TikTok, Guangzhou, qui a 1 milliard d'utilisateurs. C'est encore des choses qui sont méconnues souvent. Mais voilà, il y a tout un monde, en tout cas, derrière ces algorithmes de recommandation qui sont extrêmement sophistiqués aujourd'hui. Vraiment, tout ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en termes d'analyse d'images, d'analyse de texte, profilage psychologique, et ainsi de suite, qui est appliqué dedans et qui a une influence beaucoup plus grande. On parle vraiment de la moitié de la planète qui utilise ce genre de système. Ouais. En fait, ce que tu nous dis ici, c'est qu'en fait, les systèmes de recommandation sont tellement puissants parce que lorsqu'on utilise nos téléphones, on scrolle. Derrière, en fait, par exemple, c'est pas TikTok. C'est TikTok qui nous prédit, entre guillemets, qui nous recommande en fait la vidéo suivante qu'on va regarder. C'est pas, par exemple, sur YouTube. Quand je regarde une vidéo, après, on me propose une autre vidéo. Sur Amazon aussi. Ouais. Quand j'achète un article, on me recommande d'autres articles. Bref, ce que tu dis, en fait, c'est que ces outils sont très puissants. Ouais. Et c'est pour ça que tu t'intéresses à ça, justement? Oui, tout à fait. Alors, moi j'ai un peu... je me suis beaucoup intéressé à ces questions d'impact des algorithmes sur la société. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait une thèse en mathématiques. Et c'était en 2010, donc c'était avant qu'il y ait tout ça. Oui. Et les questions qui m'intéressaient beaucoup, c'était par exemple des questions comme la construction d'horaires personnalisés pour des employés. Donc, c'est pour par exemple les professeurs ou les étudiants, vous savez à quel point ça peut importer, éviter d'avoir des gros trous dans la journée, ce genre de choses. Et puis aussi, je me suis intéressé aux algorithmes de vote, un scrutin, par exemple les votes présidentiels. Et donc, ça m'intéressait beaucoup de voir comment est-ce que des algorithmes, à l'époque assez simples, influençaient les relations sociales, le bien-être des différentes personnes, voire le paysage politique. Par exemple, le scrutin qui est utilisé aux États-Unis est une catastrophe en termes de système de vote, parce que comme c'est un système à un tour, en gros, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est un système à un tour, ça fait que s'il y a un troisième candidat qui veut se présenter, il va nuire à celui qui le ressemble le plus. Ok. Parce qu'il va voler du coup des voix à la personne qui reprend. Enfin, il va avoir un partage des votes dans son clan. Et du coup, ça va favoriser l'adversaire. Exactement, c'est ça. Et du coup, naturellement, ce système de vote, il polarise. Naturellement, il va faire en sorte qu'il y ait 2 gros candidats et que tous ceux qui cherchent des compromis vont être considérés comme faisant du mal à la personne qui ressemble le plus. Ok. Et là où ça me préoccupe beaucoup, c'est que donc, on voit les conséquences de ça déjà aujourd'hui. Vraiment,
dans beaucoup de démocraties, il y a une tension déjà entre les partis politiques qui s'opposent. Mais là où ça a été aggravé, c'est avec les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont aussi cette faculté, cette propriété de favoriser les positions qui divisent. Alors c'est pour des raisons un peu différentes. C'est parce que sur les réseaux sociaux, en fait, ça marche beaucoup par popularité. Donc il faut se dire, ces algorithmes de recommandation, ils sont conçus aujourd'hui par des entreprises qui vivent beaucoup de publicité. Donc Facebook, Google, TikTok et tout ça, ça vit de la publicité. Et pour pouvoir vous vendre des publicités, pour pouvoir montrer des publicités aux utilisateurs, il faut que les utilisateurs soient sur la plateforme, passent plus de temps sur la plateforme. Okay. Et donc l'algorithme de recommandation, c'est vraiment le recruteur du ciblage publicitaire ensuite. C'est ceux qui vont permettre à faire en sorte qu'il y ait des gens qui vont regarder les publicités. Donc c'est extrêmement important. C'est vraiment l'objet le plus important économiquement, en termes de valeur économique. Ça représente beaucoup plus que ChatGPT. ChatGPT, aujourd'hui on parle de quelques milliards. Ouais. Facebook, il gagne 100 milliards par an. Je crois que c'est 200 milliards par an. C'est beaucoup plus, quoi. C'est des échelles beaucoup plus et c'est beaucoup plus établi. Donc, c'est des algorithmes vraiment optimisés. Et malheureusement, ils sont conçus pour maximiser l'attention, le temps qu'on va passer sur les plateformes. Et ça implique que les contenus qui vont être les plus mis en avant, les plus recommandés, ce sont ceux qui ont cette faculté de nous absorber, de nous happer sur ces plateformes. Et donc la recherche en psychologie est assez nette sur ça, c'est que les contenus qui nous font le plus rester sur la plateforme, c'est des contenus qui sont y a un peu, qui suscitent des grosses émotions de façon générale. Donc ça peut être la joie, ça peut être le rire, mais ce qui marche encore mieux que ça, c'est l'indignation, la colère et la haine. Et la peur aussi. Et du coup, comment est-ce que ces algorithmes justement arrivent justement à avoir un impact sur ce que nous on préfère, sur nos choix? Alors, il y a une étude de Facebook de 2015, donc ça date beaucoup. Donc malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'études plus récentes parce que, en gros, suite à cette étude, les entreprises privées se sont dit on va arrêter de publier ça. En gros, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je la fais simple. Mais donc en 2015, Facebook avait fait cette étude où ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé leur algorithme de recommandation. C'était pour 700 000 Américains. Donc, c'est des études. Donc, parfois en biologie, en médecine, ils font des études sur 10 patients, ils trouvent ça beaucoup. Là, il y en a 700 000, c'est un peu plus. Donc, sur 700 000 personnes, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que pour certains d'entre eux, ils ont modifié l'algorithme en supprimant 10% de posts négatifs et en le remplaçant par d'autres posts. Donc, en enlevant 10% de posts négatifs. Donc, vous imaginez, en tant qu'utilisateur, vous ne voyez même pas la différence. C'est 1 sur 10, un post sur 10 seulement est modifié. Et ils ont fait ça sur 2 semaines. Donc, 2 semaines, c'est relativement court quand on sait l'impact. Il y a un effet du prolongement. Donc, voilà, c'est une étude qui a une très faible intervention sur une durée relativement courte. Et malgré ça, ils ont observé que les gens modifiaient leur comportement. C'est-à-dire que si on enlevait des contenus négatifs, les gens se mettaient à écrire davantage de contenus positifs. En gros, ces systèmes ont un impact sur la façon dont on rédige nous-mêmes nos posts sur les réseaux sociaux. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux et je l'observe aussi. Je pense que toi également, tu l'observes avec ta chaîne YouTube Science for All. À chaque fois qu'on fait un contenu qui est clivant, ça génère des réactions. L'algorithme met en avant cette vidéo. Et c'est comme ça que ça part viral. Est-ce que c'est de la faute de l'algorithme, entre guillemets, que ces contenus négatifs sont mis en avant? Parce que finalement, c'est nous, êtres humains, qui agissons sur la vidéo, sur le post, sur n'importe... En fait, ça se nourrit de nos actions à nous. Alors, clairement, il y a une interaction, et c'est là que ça devient très vicieux. C'est qu'il y a une interaction à la fois entre l'algorithme et l'utilisateur, mais également entre l'algorithme et les créateurs de contenu. Oui. Et ça on l'a bien observé en 2018. Plutôt en 2021. En 2021, donc, il y a Frances Haugen, qui est une ancienne employée de Facebook, qui a révélé des documents internes à Facebook qui montraient que l'algorithme de Facebook a changé en 2017-2018. Parce qu'en gros, 2017 est une très mauvaise année pour Facebook. Et du coup, ils ont changé l'algorithme en 2018 pour le rendre beaucoup plus, qui maximisait beaucoup plus l'engagement. Et suite au changement de l'algorithme, il y a eu des journalistes de BuzzFeed notamment et des politiciens européens qui se sont plaints à Facebook, qui ont dit à Facebook, on a vu que vous avez changé votre algorithme
Et ça nous pousse à être beaucoup plus dans le clivant, parce que sinon, on ne survit pas économiquement ou politiquement. Et donc en fait, en 2018, il y a vraiment un changement d'algorithme qui a conduit à un changement de comportement des créateurs de contenu. Okay. Et c'est là que c'est vicieux, parce que du coup, plus il y a ça, plus l'algorithme va se mettre à normaliser, parce qu'en gros, l'offre va changer. Comme l'offre est beaucoup plus clivante, l'algorithme lui-même va recommander plus de contenu clivant, ce qui va encore plus favoriser la production de contenu clivant. Ouais. Littéralement, ceux qui ne produisent plus de contenu clivant, ils vont mourir économiquement. Et donc, on a ensuite un paysage informationnel qui va être extrêmement haineux et clivant. Et c'est malheureusement ce qu'on observe, c'est une tendance qu'on observe grandir depuis les réseaux sociaux, on va dire depuis 2012-2013, vraiment le machine learning dans les réseaux sociaux, et qui aujourd'hui est, à mon sens, extrêmement terrifiant. On l'a vu on le voit dans toutes les démocraties, où, par exemple en France, la situation est tellement haineuse entre les partis politiques que c'est devenu impossible de trouver un gouvernement consensuel. À l'heure où on enregistre ce podcast, il n'y a pas de gouvernement en France. Effectivement. Mais du coup, je vais quand même revenir sur un point. Tu vois, je prends le cas de TikTok. Il y a l'aspect clivant, comme tu as dit. En fait, plus on partage des contenus clivants, plus les gens vont réagir. Ça peut être la haine, la colère. Et comme l'algorithme va gratifier ces posts-là, les créateurs de contenu seront encouragés à favoriser davantage la haine. Ça, c'est le premier point. Un autre point que moi, je vois, par exemple, moi, j'ai TikTok. Et je me rends compte que parfois, quand je me mets sur TikTok, je commence à scroller comme ceci. Tu n'arrives plus à t'arrêter. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui se passe pour que ces algorithmes-là nous, comment dire ça, on va dire, captent complètement nos attentions. Une fois qu'on y est, c'est difficile de sortir. Qu'est-ce qui explique ça? Alors moi, je dirais vraiment que ces algorithmes sont déjà très surhumains en psychologie humaine. C'est ça qui est un peu effrayant, c'est que TikTok nous connaît vraiment super... Alors, moi, je ne suis pas sur TikTok, donc il ne me connaît pas forcément très bien. Mais TikTok connaît très, très bien ses utilisateurs parce qu'il a des données extrêmement invasives sur le comportement des utilisateurs. Et il sait ce qui fait réagir. Il calcule le temps qu'on passe sur chacune vidéo, le temps qu'il faut pour swiper et passer à la suivante, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des algorithmes qui ont accès à des informations, ils savent ce qui nous fait réagir, quoi. Et ils sont vraiment optimisés pour ensuite voir les petits signaux qui font qu'on va rester un peu plus longtemps, qu'on va avoir ce côté un peu plus addictif, un peu plus... c'est souvent aussi quand on est plus fatigué, donc on est plus vulnérable aussi à ce genre de choses. Et tout ça, d'une certaine manière, est le résultat de l'apprentissage de ces algorithmes très optimisés. Ok. Et du coup, face à ça, quels sont les risques que tu vois sur ces algorithmes? Quels sont les plus gros risques que tu vois? Donc d'avoir ces algorithmes-là qui nous poussent justement à scroller, qui nous poussent à réagir sur des posts qui sont forcément négatifs. Tu as donné un exemple, en fait, dans une campagne présidentielle où on a deux personnes qui sont proches politiquement, du coup, et une personne qui est différente. Mathématiquement, les voix vont se diviser dans les personnes qui sont proches, et on va plutôt élire la personne qui était différente. Quels sont les risques, en fait, justement, de ce système? Parce que si je prends un avantage, par exemple, quand moi je passe sur Amazon, et achète un produit, par exemple un livre. Un livre, ça peut être n'importe quoi livre, et il me recommande un livre que je vais aimer. Tu vois, je suis contente de voir ce livre, et je l'achète, et ça me fait en fait de la connaissance en plus. Pourquoi tu penses que ces algorithmes sont risqués? Alors, une façon de répondre à ça, c'est qu'il y a une différence, en fait, d'un point de vue psychologique. Donc, il y a un super livre, par exemple, de Daniel Kahneman, il s'appelle Système 1, Système 2, je crois, en français. C'est ça, oui. Donc, Thinking Fast and Slow en anglais, en tout cas. Et donc, c'est un livre qui montre à quel point il y a des différences dans nos façons de nous comporter quand on prend le temps et quand on est un peu happé, quoi, quand on est dans la précipitation. Et donc, parfois, on fait la différence entre ce qu'on appelle les préférences et l'évolution. Donc, ce que j'aime dire, c'est que quand je vois une vidéo de foot sur YouTube, moi j'aime le foot, quand je vois une vidéo de foot sur YouTube, j'ai envie de cliquer dessus. Oui. Mais j'ai envie de ne pas avoir envie de cliquer dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu aimes le foot? C'est ça. On te présente le foot? C'est ça. Mais tu as envie de ne pas avoir envie de cliquer sur la vidéo. En tout cas, pas autant que ce que j'ai envie, quoi. Peut-être un peu moins envie de... Mais oui, c'est ça. J'aimerais un peu plus contrôler mes pulsions, quoi. Donc, c'est un peu plus le problème, un peu, de façon un peu plus générale, des comportements un peu addictifs, ou c'est des choses, des comportements qu'on a,
Et si on se laisse aller, on les fait pleinement. Mais quand on réfléchit, quand on prend un pas de recul sur ça, on se dit « Ah, mais c'est en fait pas ce que je voudrais vouloir dans cette situation. J'aimerais être un peu plus sage, quoi, genre de choses. » Et donc, ces algorithmes de recommandation, aujourd'hui, ils sont vraiment optimisés pour ce qu'on appelle le système 1, du coup, cette partie très, très instinctive, très, très, très peu réfléchie, les préférences du moment. Et donc, ça peut se jouer contre nous. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes, par exemple, donc, la pire plateforme pour ça, c'est pire que TikTok, c'est Instagram. Instagram, il y a beaucoup de problèmes de comportements problématiques, addictifs sur Instagram. Donc, c'est souvent des problèmes, c'est surtout chez les femmes, avec notamment des problèmes de comparaison avec des corps idéaux. Et du coup, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale derrière tout ça. Et ça va vraiment mener à beaucoup de mal-être, des problèmes de dépression, des problèmes d'anxiété, voire des suicides. Donc ça, c'est vraiment le risque individuel. Alors, en fait, qui est vraiment un risque classique des produits addictifs, en tout cas, qui jouent sur ce côté addictif. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle individuelle. Après, il y a des préoccupations qui, à mon sens, sont encore plus grandes à l'échelle collective. C'est-à-dire que dans une société où il y a cette haine du voisin, en fait, ça peut très, très, très vite dégénérer. Donc, il y a des cas déjà très avérés, très documentés. Le cas le plus documenté et avéré, c'est le cas du Myanmar. Donc, au Myanmar, il y a une communauté au nord du Myanmar qui s'appelle les Rohingyas. Et les Rohingyas, ils ont reçu des appels de haine, enfin, une incitation à la haine contre les Rohingyas au Myanmar, qui a été amplifiée massivement par Facebook et qui a conduit à ce qui a été reconnu comme un génocide. Donc, le génocide des Rohingyas. Et à la fois, l'Organisation nationale des Nations Unies et Amnesty International ont reconnu le rôle complice de Facebook dans ce génocide. Donc, il y a une accusation d'avoir contribué à un génocide, ce qui est quand même assez grave. Et donc, je prends le cas du Myanmar parce que c'est le cas le plus documenté, mais c'est en fait très loin d'être le pire, malheureusement. Il y a aussi les cas, en particulier en Éthiopie et au Soudan, où là, on parle potentiellement... alors, les chiffres sont très difficiles à estimer parce que c'est difficile de faire du journalisme dans ces conditions, mais on estime à un demi-million de morts, quelque chose comme ça, le nombre de morts, avec à chaque fois sur les réseaux sociaux, à des appels au meurtre, vraiment contre certaines communautés de ces pays. Et tout ça, c'est favorisé par les algorithmes de recommandation. Ouais. Finalement, ce n'est pas nous, êtres humains, parce que je me dis, par exemple, les algorithmes, ça se base souvent sur les données du passé, pour pouvoir justement prédire la prochaine action. Ouais. Et ces données du passé, ces données, c'est nous, êtres humains, qui produisons ces données. Ouais. Donc, s'il y a les génocides, les suicides, est-ce que ce n'est pas déjà l'être humain qui a la nature humaine, entre guillemets? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, clairement, il y a une responsabilité humaine dans tous ces cas. Et pas juste des gens qui ont commis des actes horribles. Ouais. Il y a tout un trafic d'armes derrière, des incitations. Donc c'est des systèmes. Il y a des humains derrière. Là où ça reste important de voir, c'est que d'une certaine manière, les réseaux sociaux sont devenus le terrain de la bataille informationnelle. C'est là que ça se passe. Et à l'image d'un arbitre de football, l'arbitre influence les comportements. Donc c'est un match de football, l'arbitre ne siffle jamais. Le match risque de se finir en bagarre, parce que va y avoir des coups de plus en plus élevés. Et donc l'arbitre est vraiment très important. Et là, littéralement, on a un arbitre qui encourage, qui favorise ceux qui sont les plus violents, ceux qui appellent le plus à la haine, qui leur donne du soutien, et ainsi de suite, une crédibilité. Et donc le terrain de jeu est aussi, favorise en tout cas ce genre de choses. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que ces plateformes sont vraiment minées de faux comptes. Vraiment, les faux comptes, c'est vraiment la base. Facebook Facebook rapporte, jusqu'en 2021 en tout cas, il rapportait supprimer autour de 7 milliards de faux comptes par an. Donc 7 milliards de faux comptes sur Facebook par an, c'est beaucoup plus que le nombre de vrais comptes, quoi. Oui. C'est que la plupart des comptes, en fait, sur les réseaux sociaux sont des faux comptes. Et en fait, ils vont être souvent conçus et utilisés par des industries de la désinformation et de la haine. Donc, il y a vraiment beaucoup de cas avérés dans beaucoup de pays, dans des pays, y compris en Espagne, en France, en Suisse,
En Suisse, il y a une entreprise qui s'appelle Alp Service qui est poursuivie par une industrie du pétrole pour diffamation, notamment sur les réseaux sociaux. Un procès, c'est des milliards de dollars qui sont en jeu, c'est pas des petits procès. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse industrie qui aujourd'hui, c'est vraiment des milliards qui sont en jeu, qui sont là pour contrôler l'espace informationnel, pour amplifier certains messages, pour taire aussi d'autres messages. Et donc ces guerres, parce que ces guerres, ces génocides, bon là je parlais des pires génocides, mais il y a beaucoup de guerres malheureusement en Ukraine, à Gaza ou autre. Il y a vraiment des intérêts financiers à les pousser de la part de l'industrie de l'armement. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des stratégies d'amplification de la haine. Et un autre cas qui me préoccupe également énormément, c'est ce qui se passe en démocratie aujourd'hui, où alors là on sait très bien que les pays autoritaires ont vraiment un intérêt énorme à foutre le bordel dans les démocraties, parce que pour un dictateur, l'une des plus grandes menaces, c'est la démocratie. Et donc, s'il est capable de montrer du doigt les démocraties en disant que ça se passe mal là-bas, ça peut réduire les volontés du peuple de se révolter, quoi. Donc, il y a vraiment aussi toute une industrie. Donc, ça on l'a beaucoup vu, notamment en France, avec notamment beaucoup d'attaques russes informationnelles. Mais on le voit encore plus en Roumanie, où l'élection présidentielle vient d'être annulée il y a quelques semaines. Passe à cause d'ingérence russe sur TikTok. En tout cas, c'est la raison officielle présentée. Et donc, tout ça, c'est vraiment une menace, en gros, pour l'intégrité de la gouvernance de nos pays. Si on rajoute par-dessus les histoires de corruption, qui sont malheureusement également nombreuses, ça fait qu'il y a un gros risque de décrédibilisation des démocraties et une tendance à l'autoritarisme. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi au cours des 10 dernières années, en fait, depuis les printemps arabes, depuis en gros les mouvements pro-démocratiques de 2012-2013 au Moyen-Orient, au Maghreb et ainsi de suite. Suite à ça, en fait, il y a eu une contre-révolution. Donc les pays autoritaires se sont beaucoup plus armés dans l'espace informationnel parce qu'ils ont vu que c'était une vulnérabilité. Et les démocraties ne se sont pas autant armées. Il y a des initiatives en France, dont on pourra reparler. Mais pour l'instant, on est très en retard sur l'espace informationnel. C'est un peu, il n'y a pas de ministre dédié au numérique. On ne fait pas attention à ça. Ce qui fait que les dictatures sont très armées. Elles sont capables de polluer beaucoup l'espace informationnel. Et nous, on n'a pas mis en place les systèmes nécessaires pour le soigner, pour le nettoyer, pour le rendre beaucoup plus conforme aux normes démocratiques. Donc là, en fait, tu montres que ces algorithmes de recommandation sont vraiment menacent en fait la démocratie dans l'ensemble. Que ce soit les risques de suicide dont tu as parlé avec Instagram, le risque psychologique que tu as mis en avant. Tu as également parlé le génocide que Facebook qui était un peu impliqué dans les génocides grâce à la prolifération des messages de haine. Parce que ces algorithmes-là ont tendance à maximiser l'engagement des utilisateurs. On nous pousse à rester. Et je me demande là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ou bien comment est-ce qu'on peut faire justement pour réduire ces risques-là? Alors, c'est vraiment la question qui m'anime le plus. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant à se poser comme question aujourd'hui. La première chose, ça serait déjà de se méfier beaucoup plus des réseaux sociaux, de vraiment beaucoup plus reconnaître qu'il y a une guerre hybride qui a lieu en ce moment sur ces réseaux sociaux. La guerre, c'est entre qui? C'est les utilisateurs et l'algorithme? Donc là, quand je dis guerre hybride, c'est plus entre pays. Donc c'est plus des industries de faucons qui sont utilisées pour manipuler l'espace informationnel démocratique. Et de vraiment se rendre compte que les réseaux sociaux et les algorithmes de recommandation sont vraiment des vulnérabilités aujourd'hui, que ce sont des systèmes déjà qui ne sont pas souverains, c'est-à-dire qu'ils appartiennent aux Américains ou à la Chine, enfin des entreprises américaines ou à des entreprises chinoises. Et que du coup, il y a un vrai problème parce qu'en fait, on parle souvent de liberté d'expression et tout ça, mais en fait, on est en train de discuter dans un espace qui est entièrement sous le contrôle d'entreprises privées étrangères. Donc, rien que là, ça devrait déjà être très préoccupant. Et ensuite, plus concrètement, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de proposer des alternatives, de montrer que c'est possible de concevoir un espace informationnel, un réseau social, dans lequel on sera beaucoup plus souverain et surtout dont l'algorithme de recommandation sera gouverné démocratiquement, beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus fiable, beaucoup plus éthique du coup.
Donc ça, c'est vraiment un des projets sur lequel je travaille, donc dans le projet Tournesol. Le projet Tournesol, c'est un projet qu'on a lancé avec des collègues en 2020. Et le but, c'est vraiment d'avoir une conception démocratique des algorithmes de recommandation, où l'idée, c'est qu'on voterait pour les contenus qui seraient les plus, qu'on juge les plus recommandables. Et qui vote justement? Qui va voter pour ces algorithmes? Ce sont les utilisateurs? C'est ça. Dans notre idéal, ce sont alors je vais même être plus précis, je dirais les citoyens. Les citoyens, ok. Alors je fais une différence parce que utilisateur, ça peut être des faux comptes, ça peut être donc ça peut être des trolls payés pour faire ça. Donc idéalement, il y a beaucoup plus une approche démocratique. Et du coup, ça pose des questions comme par exemple des preuves de citoyenneté en ligne. Et idéalement en protection de l'anonymat, parce qu'on a l'impression que ça, intuitivement, on pourrait se dire si on a une preuve de citoyenneté, c'est qu'on va révéler notre identité. En fait, c'est pas nécessaire. Il y a des systèmes aujourd'hui, donc avec des cryptographies, des solutions cryptographiques comme la Zero Knowledge Proof, donc la preuve sans divulgation avec divulgation nulle de connaissances, qui sont vraiment des techniques cryptographiques vraiment fantastiques qui permettent de combiner des preuves de citoyenneté, par exemple, sans divulgation d'identité. Ok. Et après, l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est comment on fait pour voter, parce que il y a 1 milliard de vidéos sur YouTube. Exact. Est-ce qu'on va devoir tous évaluer toutes les vidéos sur YouTube? C'est là que le machine learning devient très intéressant. C'est que vraiment la propriété fondamentale du machine learning, c'est de faire la généralisation, c'est d'apprendre d'un certain nombre de données et d'ensuite deviner nos préférences pour d'autres types de données. Ouais. Donc comment faire ça de façon... Alors il y a toujours un risque parce que du coup, comme ça généralise, il y a la question de la confiance qui se passe. Si vous imaginez qu'il y a quelqu'un... Parce que Facebook conçoit un algorithme et il me dit t'inquiète pas, il va voter comme toi aux prochaines élections présidentielles. Bon, je suis pas sûr de faire confiance. Hein. Ouais. Donc il y a une vraie question de confiance qui se passe et qui est vraiment pas facile. À la fois pour des questions de sécurité un peu adversariale, mais également juste des questions d'erreurs statistiques un peu plus classiques de machine learning. Donc faut faire ça bien et investiguer comment faire ça bien de façon scalable à l'échelle. C'est vraiment notre sujet de recherche. Ok. Donc là, pour résoudre ça, pensez à des systèmes de recommandation responsables, démocratiques, où les citoyens dont tu as parlé doivent choisir. Et le choix se base sur des modèles de machine learning. Les travaux sont encore en cours justement pour trouver ces algorithmes de machine learning éthiques. Oui, pour nous, la gouvernance, c'est vraiment un aspect important. Enfin, pour nous, en gros, le gros aspect de l'éthique, c'est surtout une question de gouvernance, quoi. C'est qui peut concevoir l'algorithme, qui peut voir ce que fait l'algorithme, qui peut analyser l'algorithme, qui peut avoir des données à propos de l'algorithme, et surtout qui peut interrompre l'algorithme, qui peut le modifier, et ainsi de suite. Donc, pour nous, c'est les grandes questions. Et si on arrive à bien gérer ces questions, en gros, la question d'éthique sera je ne dirais pas résolue parce qu'il y aura d'autres questions, mais sera bien avancée. Et maintenant, je profite pour poser la question, qui peut justement créer ces algorithmes-là? Et qui peut utiliser les données? Donc, sur Tournesol en particulier, tout est très libre et open source. On conçoit alors la conception en pratique. Tout est libre open source, bien sûr. En pratique, c'est beaucoup l'équipe de Tournesol qui est derrière tout ça parce qu'il n'y a pas grand monde d'autres qui le fait. Mais en pratique, on est très actif dans le monde de la recherche. Donc, on a beaucoup de publications scientifiques sur les différents composants de notre système. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que la communauté des chercheurs en particulier s'empare de ces questions qui, à mon sens, sont les plus belles questions qui soient d'informatique ou de mathématiques. Et nous propose des différents composants alternatifs à ceux qu'on a proposés jusque-là. Parce que vraiment, on a essayé de faire proposer un système qui marche donc end-to-end. Aujourd'hui, c'est fonctionnel, on peut aller en ligne et tout ça. Mais c'est découpé en plein de sous-modules. Et avec cette idée que chaque module... aujourd'hui, vraiment, c'est des versions encore très, très, très simples et très... alors, simple, mais elle reste néanmoins assez nouvelle et innovatrice parce que peu de gens s'étaient intéressés à la question. Et du coup, il y a plein de petites briques comme ça. On a développé une solution, mais on sait qu'elle est largement améliorable. C'est juste qu'on n'a pas eu le temps de largement l'améliorer. Et donc, on encourage vraiment beaucoup de gens, aussi toutes les communautés libres, open source, en data science. On sait qu'il y en a beaucoup aussi qui sont très actifs dans ces data for good, ce genre de mouvements, pour essayer de contribuer à cette architecture. Avoir, si possible, des composants différents. Donc, potentiellement, on pourrait avoir des algorithmes d'apprentissage différents pour différents utilisateurs.
Et on a des interfaces qui permettent ensuite d'agréger les algorithmes de recommandation de différentes personnes. Parce qu'au bout d'un moment, on veut quand même agréger les avis de tout le monde pour essayer d'identifier les contenus d'intérêt public. Voilà, donc c'est tout un chantier de recherche sur lequel on travaille, mais qui est très ouvert et on encourage beaucoup la participation. Et quand tu as parlé d'open source, je me suis rappelé, j'ai écouté un de tes podcasts sur le Futurologue podcast où tu disais qu'aujourd'hui, en fait, je ne sais pas si tu ne crois plus le terme à l'open source parce que tu trouvais que c'était sur les IA génératives. On pourrait en parler justement. Est-ce que c'est des projets comme ça, les laisser en open source, ce n'est pas risqué? Quelle est ta vision aujourd'hui là-dessus? Donc il y a beaucoup de choses à dire sur l'open source. Déjà, il y a récemment, je ne sais plus c'est quelle autorité, mais qui a défini un peu l'open source pour notamment pour les LLM, par exemple, les modèles de langage, où il y a un peu... Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils donnent les poids des modèles et également un peu d'architecture pour pouvoir faire tourner le modèle, mais ils n'expliquent pas comment ils ont été obtenus, notamment à partir de quelles données. Et donc, c'est un peu compliqué parce que dans l'open source... une fois qu'on a compilé le modèle, si on a un code open source classique, pas machine learning, et qu'on l'a compilé, est-ce que la version compilée, qui a une suite de 0 et de 1, est-ce que c'est des poids en tout cas, on considère que c'est pas du tout open, parce que c'est difficile à analyser. Quoi. Je vois. Et donc, de la même façon, il y a cet argument de dire que quand on entraîne un gros modèle, en fait, les données, une grosse partie aujourd'hui, déjà, quelles sont les données qui ont été utilisées pour entraîner le modèle, c'est intéressant à savoir, mais surtout quelle est la partie fine-tuning qui a été utilisée, quelles sont parce qu'aujourd'hui, une grosse partie, si on regarde, je travaille un peu, à Facebook par exemple, pas que Facebook, mais une grosse partie de la dépense financière, je parle de la conception de ces modèles, c'est l'étiquetage des données, c'est d'éduquer ChatGPT ou Llama en l'occurrence, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, collecter ces données sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, c'est vraiment une grosse dépense financière et qui en plus pose des problèmes parce que c'est souvent fait dans des pays en Afrique où les personnes sont très largement sous-payées, donc ça pose aussi d'autres problèmes, mais ça pour dire que ces systèmes, comme ils sont conçus de manière très opaque et qui considèrent que c'est la propriété privée, les poids qui sont en sortie, c'est pas clair qu'ils soient si open que ça. Aussi, peut-être un autre point, c'est un point de vue cybersécurité, c'est que l'open source, en fait, l'un des avantages, c'est que c'est beaucoup plus facile de vérifier la cybersécurité d'un code open source. Malheureusement, en fait, avec les open weight, on sait, il y a un article notamment d'une prix Turing, Shafi Goldwasser, qui montre qu'il est possible d'insérer des backdoors dans les poids d'un modèle. C'est quoi les backdoors? Donc des backdoors, ça serait en fait, donc là par exemple dans un LLM, c'est-à-dire qu'il existe des façons de parler à ce LLM qui donnent exactement ce qu'on veut. Et ça a été implanté au moment de l'entraînement. Et l'article montre que en plus, c'est en un sens prouvablement impossible à détecter, indétectable. Donc ça montre bien qu'il y a une limite à l'open weight aujourd'hui. Après, l'open weight, ça permet quand même de faire pas mal de choses. Ça permet de faire des modèles locaux. Ça reste beaucoup mieux que d'utiliser ChatGPT sur des questions de protection des données. Après, il y a la performance du modèle qui peut varier quand même, mais en termes de protection des données, au moins en local, on n'envoie pas nos données à ChatGPT. Donc ça reste mieux par rapport à ça. Et après, il y a des préoccupations plus sur les modèles, sur l'utilisation effective de ces modèles, qu'on sait qu'ils sont très largement utilisés, beaucoup plus pour des questions souvent malheureusement de cybercrime. En particulier, tout ce qui est algorithme générateur d'images. Oui. On sait que c'est très majoritairement utilisé pour des deepfakes graphiques. Le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 96%. Donc sur 20 images générées par un algorithme, 19 sont pornographiques. Donc ça soulève des questions plus généralement de l'impact social de ces outils. Ouais. En parlant d'impact social de ces outils, au début de la discussion, tu as dit en fait que le moteur de recommandation de YouTube, il est très puissant. Il a déjà dépassé... ce n'est pas ChatGPT qui vient de dépasser Google, mais en fait, YouTube l'avait déjà fait depuis longtemps. Ça me pousse à te poser la question, qu'est-ce que tu penses de l'AGI, l'intelligence artificielle générale? Ouais, alors,
moi, j'ai une vision un peu particulière sur ça. Ouais. C'est que moi, si on entend par intelligence artificielle générale quelque chose qui... il y a une réponse un peu académique, qui, à mon sens, est une mauvaise réponse, mais est quand même intéressante, c'est que les GI, donc si on lit les articles de recherche vraiment sur les GI, c'est en fait l'apprentissage par renforcement. Et donc la question, est-ce qu'on fait déjà de l'apprentissage par renforcement? La réponse est clairement oui. Enfin, il y a de l'apprentissage par renforcement un peu partout, notamment sur YouTube, quoi. Donc, en tout cas, si on prend la définition vraiment littérale, la plus utilisée, je pense qu'elle n'est pas très intéressante, en tout cas par les académiques. Sinon, il y a une autre approche pour comprendre le mot AGI, ou super intelligent, je vais un peu tout mettre dans le même panier, c'est d'avoir des systèmes qui sont beaucoup plus puissants que les humains, quoi, qui sont capables de faire beaucoup plus de choses que les humains. Exact. Et moi, j'ai envie de dire, on y est déjà. C'est que l'algorithme de TikTok, il fait du profilage psychologique de 2 milliards d'humains. Joseph Staline aurait adoré savoir ce que son peuple pense. Lui, il était incapable. Ce n'était qu'un humain. Mais l'algorithme de TikTok, lui, est capable de savoir ce que une grosse partie de la population mondiale pense. Qu'est-ce qu'elle a vu hier, quoi. Et si elle est capable de ça, c'est pas parce qu'elle a un cerveau incroyable et tout ça. C'est juste qu'elle a accès à des données beaucoup plus intrusives que ce que n'importe quel humain, est beaucoup plus massive, et elle a la capacité de calcul pour traiter ces données. En tout cas, parce que souvent les questions des GI, elles sont liées à la question, est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut s'en préoccuper? Exact. Moi, j'ai envie de dire, il faut se préoccuper beaucoup de TikTok. Parce que l'algorithme de TikTok est d'une certaine manière plus puissant que Xi Jinping. Même si Xi Jinping a la main il peut le modifier, quoi. Donc il y a un rapport de force entre les deux. Mais il a des facultés, en tout cas, que même Xi Jinping n'a pas, comme savoir ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis en termes de quelles sont les meilleures façons de polariser les États-Unis. L'algorithme de TikTok est le meilleur au monde pour le savoir. Ouais. Et du coup, quel est le lien que tu fais, toi, justement, entre ces algorithmes de génération d'images, de textes et les algorithmes de recommandation? Est-ce que toi, tu vois des risques supplémentaires face à ces deux? Oui, alors il y a beaucoup de. Alors déjà, il y a beaucoup de points communs entre tout ça. Ce sont des algorithmes d'apprentissage déjà. Oui. Et du coup, il y a beaucoup de questions de sécurité qui se posent de façon très similaire pour tous ces systèmes. Donc en fait, la question de la sécurité de l'intelligence artificielle, c'est un domaine de recherche qui grossit, mais qui est un peu encore nouveau. Même si nous, on y travaillait en 2017, before it was cool, à l'époque. Mais ils ont été un peu standardisés dans le NIST. Donc le NIST, c'est le National Institute of Standards and Technology, qui définissent un peu les standards de cybersécurité. D'ailleurs, je suis assez fier de dire que ce rapport cite parmi 9 articles à l'état de l'art, il cite 5 des cofondateurs de ma boîte. Wow. Donc c'est assez cool de pouvoir montrer qu'on aide à définir des normes. Mais, donc, souvent, dans cette décomposition qu'on fait dans le domaine, il y a la partie... tout ce qui est exfiltration de données, tout ce qui est par rapport à ça. Donc là, on se rend compte que c'est de plus en plus discuté pour les algorithmes génératifs, notamment à chaque fois qu'on utilise ChatGPT, c'est envoyé ChatGPT. On sait qu'OpenAI a recruté l'ancien directeur de la NSA, que Anthropic a un partenariat avec Palantir, qui est en gros une entreprise de cyberespionnage, c'est quasiment tel quel dans leur nom. Et donc ces entreprises sont très clairement très intéressées par le cyberespionnage. Mais elles restent encore très loin derrière les algorithmes de recommandation. Comme j'ai dit, TikTok et compagnie sont beaucoup plus invasifs. Donc ça, c'est la première classe d'attaque sur laquelle il y a des grosses préoccupations déjà à avoir. La deuxième classe d'attaque, c'est ce qu'on appelle le jailbreaking dans le domaine des LLM. Donc l'idée, c'est que le système, il a appris. Mais comme il a appris du passé, les données du passé sont limitées. Et du coup, il a des failles et du coup, il n'est pas préparé pour tout, quoi. Et donc, il y a des façons de les utiliser qui vont exploiter ces failles et les conduire à faire des mauvaises choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les attaques par évasion dans le langage classique. Donc cette classe aussi, elle est assez préoccupante. Très concrètement, les plus gros risques, notamment avec les IA génératives, c'est plus tout ce qui est utilisation pour les emails et tout ce qui est ce qu'on appelle le prompt injection. Donc, par exemple, on sait que les algorithmes de langage sont déjà utilisés dans les emails. Ils fournissent déjà des réponses ou des suggestions de réponses. Voilà. Plus c'est automatisé, plus il y a des risques liés à tout ça, sachant que dans les emails, il y a plein de données aussi de secrets professionnels. Exact.
Et puis la troisième classe d'attaque, c'est ce qu'on appelle les attaques par empoisonnement. Ok. Donc là, c'est du fait que les systèmes d'apprentissage apprennent. Et du coup, les données d'entraînement sont très importantes. Ils apprennent les données d'entraînement. Mais si ces données d'entraînement sont polluées par des attaquants, typiquement, les attaquants peuvent induire en erreur ces systèmes. Et donc pour les modèles de langage, ça va. Il y a déjà beaucoup de risques de biais et tout ça qui émergent déjà par rapport à ça. On sait que dans les versions de base, si on dit musulman, il répond terroriste. Il y a ce genre d'association. Mais ce problème est particulièrement problématique dès qu'on utilise des données du web. Et encore plus le cas pour les réseaux sociaux, qui, comme on l'a dit, sont déjà massivement sous attaque par des armées de faux comptes. Ouais. Et en plus, avec l'IA générative, je pense que les faux comptes peuvent encore se démultiplier. Les contenus qui ne sont pas forcément corrects vont se multiplier par chaîne. Et oui, comme ça se fait. base comme sur l'engagement, donc ils vont préférer en fait les articles qui maximisent l'engagement finalement. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un très bon point. Et donc ça, c'est pour moi la plus grande préoccupation en pratique sur l'espace informationnel. C'est pas la production de fausses informations, parce qu'en fait, c'est facile de produire la fausse information. Il n'y a pas besoin de LLM pour ça. C'est le problème plus de donner de la popularité à certains contenus. Okay. Et donc, la création de faux comptes, en fait, j'ai dit Facebook retire 7 milliards de faux comptes, c'est parce qu'ils sont capables de les détecter. C'est parce que la plupart des faux comptes, avant 2021, étaient faciles à détecter. Maintenant, avec des algorithmes génératifs, ça va devenir extrêmement compliqué de détecter les faux comptes, à moins qu'on passe à des solutions beaucoup plus sécurisées qui s'appuient sur la cryptographie. Ok. Donc, on voit bien que ces algorithmes-là deviennent de plus en plus présents et ont de l'impact significatif dans la démocratie et dans la société en général. Je pense que j'ai vu un de tes podcasts où tu disais qu'il fallait faire une pause de l'IA. Est-ce que tu penses qu'on peut faire une pause devant ces outils-là? Alors, j'ai signé une tribune qui appelait à faire une pause en particulier, mais je pense que très peu de gens qui ont signé cette tribune, en tout cas pas moi, avaient l'espoir vraiment qu'on fera une pause. Et pourquoi vous avez signé la tribune? Donc, l'idée, c'est plus d'alerter sur le fait que ça va trop vite. Okay. Et je pense vraiment que ça va beaucoup trop vite, dans le sens où c'est impossible d'évaluer la sécurité des nouveaux produits, parce qu'il y en a juste trop. Et ça renvoie peut-être à un autre truc qui me semble beaucoup plus important à pousser, c'est la présomption de non-conformité. Ce que j'entends par là, c'est que en fait, même ce gobelet, je suis à peu près persuadé que ce gobelet a été beaucoup plus audité que ChatGPT. Parce que les normes environnementales, je ne sais pas trop quoi. Okay. Un autre exemple que j'aime prendre, c'est j'ai acheté un cuiseur de riz. En fait, mes parents m'ont offert un cuiseur de riz qui a été fabriqué au Vietnam. Et le cuiseur de riz a pris feu. Le câble a pris feu. Et ça n'arriverait pas avec un cuiseur de riz que j'aurais acheté en Europe. Oui. Parce qu'en Europe, il y a des normes CE en particulier, qui font que les produits, pour pouvoir avoir le droit d'être commercialisés, ils sont obligés d'avoir été d'abord audités. Oui. Ça, dans le monde de l'IA, on sait que c'est absolument pas du tout le cas, même dans le software en général. Il y a le prochain, même le TikTok aujourd'hui, personne n'a encore vu ce qu'il y avait à l'intérieur de l'algorithme, alors que ça fait maintenant 10 ans qu'il est déployé. Donc, je pense qu'il y a un besoin de juste faire en sorte que dans le monde de l'IA, on applique les principes du marché qui sont appliqués dans toutes les autres industries. Ok. Et ça va augmenter les standards de sécurité, ça va freiner un peu aussi. Donc ça ne fera pas une pause, en tout cas pas une pause officielle, mais ça fera quasiment une pause effective parce que les gens seront obligés de réévaluer la sécurité de ce qui s'y déploie. Et ça permettra en tout cas d'être beaucoup plus serein au moment d'intégrer ces solutions dans des systèmes sensibles ou dans des entreprises. Okay, donc, à ajouter un peu plus de normes, de contrôle dans tous ces systèmes avant de les publier. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ChatGPT, par exemple, tous les jours, on a une nouvelle version et ça devient de plus en plus gros, ça devient de plus en plus précis, mais personne n'a jamais contrôlé. Et vas-y. Je vais prendre un exemple plus simple, c'est torch.load. Okay. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette commande, torch.load. D'un simple donc PyTorch.load. PyTorch, oui.
Donc, torch.load, c'est PyTorch, c'est la librairie la plus utilisée. Enfin, non, pas la plus utilisée, c'est scikit-learn. Mais la deuxième plus utilisée pour faire du machine learning. Ouais. Et il y a une fonction qui s'appelle torch.load qui permet d'importer le modèle ou les données d'une autre personne. Torch.load, c'est un danger de cybersécurité. C'est écrit sur la page, sur la documentation de torch.load, sur le site de PyTorch. Et il y a écrit, attention, ne jamais exécuter torch.load avec quelque chose auquel vous ne faites pas confiance. Parce que, en fait, c'est possible. En fait, torch.load donne arbitrary code exécution arbitraire de code à l'argument. Okay. Donc, si vous importez le modèle d'une entreprise en fait, qui fait des malwares, vous donnez à cette entreprise accès complet à votre machine. Okay. Et potentiellement à vos emails, potentiellement à votre navigateur web, à vos réseaux sociaux, à votre compte en banque, si vous êtes connecté, ce genre de choses. Donc, c'est là pour dire que en fait, on a pris en machine learning, on a adopté des habitudes d'utilisation qui sont très portées par le logiciel open source et tout ça, mais qui ne sont pas du tout dans des normes de sécurité suffisantes. Et on a, en fait, il y a un écart souvent dans les entreprises, souvent, notamment celles avec qui on travaille, il y a souvent un écart entre l'équipe de cybersécurité et l'équipe de data science. Et c'est très difficile de faire communiquer les deux parce que les data science, ils n'ont pas de formation en cybersécurité, il n'y a pas de tradition non plus de cybersécurité. Et la cybersécurité, elle n'a jamais vu... je caricature un peu, mais elle ne connaît pas la data science. Et du coup, elle ne comprend même pas les premières lignes de code. Ouais. Donc, c'est compliqué de faire dialoguer les deux, quoi. Et du coup, qui sera chargé de justement s'assurer de la conformité de chaque algorithme, de chaque système qu'on met en place? Qui va le faire? Est-ce que c'est l'État? Est-ce qu'au sein des entreprises, on doit avoir des entités qui vérifient tout ce qui sort? Comment ça marche dans la pratique concrètement? Ouais, alors c'est une question assez ouverte malheureusement parce que littéralement la régulation change de jour en jour. Ouais. Il y a le AI Act qui est apparu récemment. Il y avait quand même le RGPD avant. Donc le RGPD, la CNIL notamment un jour un rôle important à jouer, mais ça reste ça reste très déclaratif. Et j'ai un ami qui me disait que il y a une boîte qui est un peu en France et en Allemagne, et quand il écrivait des rapports en France, il s'en foutait parce que ça ne serait jamais lu. Donc il y a un manque d'attention apparemment en France. Et par contre, en Allemagne, il faisait attention parce qu'il savait que ça serait lu. Donc la question de la loi est intimement liée à quels sont les moyens qu'on met en place pour faire appliquer la loi, et ne serait-ce que lire les rapports obligatoires écrits par des entreprises. Il faut avoir les moyens humains. Je comprends très bien la CNIL qui n'a pas les moyens humains pour faire ce travail. Donc pour moi c'est des questions un peu ouvertes aujourd'hui, bien sûr. Moi j'appelle à ce qu'il y ait plus de moyens qui soient mis en place pour faire ce travail, parce qu'au final c'est vraiment la sécurité des entreprises qui est en jeu, et la sécurité des entreprises, c'est la sécurité des employés d'entreprise, et qui est la sécurité du tissu économique et enfin de nous tous, quoi. Et donc je pense qu'il faut considérer que ces outils numériques qui sont souvent importés de l'étranger, ils ne sont pas sécurisés. Le cybercrime, c'est quelque chose qui augmente beaucoup, et qu'il faut augmenter les standards. Et ça passe, à mon avis, surtout par des moyens étatiques, au moins pour commencer, beaucoup plus importants. Et puis, ça peut être aussi des audits effectués par des entreprises tierces spécialisées dans l'audit, qui font ça au nom d'un mandat de l'État, quoi. De l'État, ok. Et ça, quand tu parles de réglementation, moi, par exemple, je travaille dans le secteur bancaire. Et c'est un secteur qui est souvent très, très réglementé. Je pense que c'est l'un des secteurs les plus en avance, entre guillemets, en matière de réglementation. Ouais. Parce que dans tout ce qu'on développe, par exemple, il y a la Banque centrale européenne qui vient vérifier, analyser chaque variable qui a été utilisée de modèle, vérifier la donnée qui a été utilisée, vérifier sa qualité, avant d'accepter qu'on utilise le modèle. Ouais. Donc l'idée, ce sera d'aller dans un monde où toutes les industries seraient régulées pour s'assurer qu'en fait, à chaque fois qu'un nouveau produit va sortir, il y a un certain tampon qui a été mis. Ouais, c'est un peu ça. Alors, peut-être pas tous les produits. Les plus dangereux. Mais voilà, ceux qui sont les plus utilisés, ceux qui sont amenés à être utilisés par des millions de personnes, ça serait bien. Ouais. Ok. Du coup, je pense qu'on arrive déjà à la fin de ce podcast. Donc, pour avoir, comment dirais-je, aujourd'hui, ta solution pour avoir une IA éthique et responsable, ce serait laquelle? S'il fallait choisir une seule solution, tu mettrais quoi en avant?
Bon, pour moi, alors, je ne sais pas si c'est peut-être une mauvaise réponse, hein, mais pour moi, c'est surtout mettre beaucoup plus de moyens pour développer cela. Aujourd'hui, la lutte pour le changement climatique a beaucoup plus de moyens que la lutte pour un numérique démocratique et sécurisé. Donc, augmenter le budget dans la recherche. Si tu pouvais décider aujourd'hui de faire une pause dans le développement des IA précis d'un certain type, qu'est-ce que tu choisis en premier? C'est compliqué. Je vais dire les IA génératives, juste parce que ça va très très vite. Et alors que les algorithmes de recommandation, si on les bloque aujourd'hui, ils seront encore déployés, ceux qui sont aujourd'hui. Et ça sera dangereux. Ok. IA générative. Pour terminer, s'il y avait une ressource, un livre, une conférence que tu recommanderais à tous qui souhaitent mieux comprendre, ça peut être de l'IA, ça peut être les algorithmes de recommandation, quel est le livre que tu mettrais en avant? Alors, un livre que je mettrais en avant, alors il y a un livre que je vais mettre en avant, c'est un livre qui s'appelle This is how they tell me the world ends. Ok. Donc un titre très réjouissant, donc c'est comme ça qu'ils me disent que le monde va se terminer. Qui est un livre de cybersécurité de Nicole Perlhoff, qui est une journaliste au New York Times, qui permet, moi, elle m'a vraiment ouvert les yeux sur le danger du cybercrime. Ok. Je mettrai tous les liens en commentaire. Est-ce qu'il y a des choses, un message que tu aimerais passer, ou bien des choses qu'on a oublié de parler pendant le podcast? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant aujourd'hui? Ouais, alors une chose que je mettrai en avant, c'est que le sujet d'un numérique démocratique et sécurisé, c'est vraiment pour moi la plus belle question, à la fois philosophique, à la fois technique, à la fois mathématique, à la fois sociologique, ainsi de suite. Et je ne sais pas si ça peut transparaître, si ça a transparu, mais c'est vraiment un sujet qui me passionne, et je pense que ça passionne très rapidement beaucoup de gens qui en parlent. Et donc, je vous invite vraiment à vous intéresser à ce sujet. Ok. Et moi, j'ai quand même une question, avant qu'on ne termine avec la dernière question. C'est tout à l'heure, je t'ai parlé du problème de scroll. S'il fallait mettre en place des choses sur le plan... Tu as parlé du fait que l'être humain, il est dirigé système 1, système 2. Ouais. Système 1 qui est plus dans... il n'est pas réfléchi, c'est instantané. Et le système 2 qui prend plus de temps de réfléchir. Ouais. Mais les algorithmes de recommandation comprennent que nous, on est souvent automatiquement arrivé vers le système 1 et maximise notre attention. À l'échelle individuelle, qu'est-ce que toi tu recommandes justement pour ne pas tomber dans le piège des algorithmes de recommandation? Alors, pour prévenir déjà, moi ce que je fais, c'est hardcore. Je ne le recommande pas à tout le monde parce que c'est un peu trop extrême. Ouais. Mais moi, sur mon téléphone, j'ai en gros pas d'application. Pas du tout? J'ai vraiment le strict minimum. C'est-à-dire que j'ai vraiment les messageries, WhatsApp et Signal. Et en gros, c'est à peu près tout. Enfin, j'ai un navigateur, Firefox, qui me permet d'aller sur le web de temps en temps. Un truc de podcast. Mais voilà, j'ai très peu de choses sur mon téléphone. Et je passe beaucoup par mon ordinateur pour faire les réseaux sociaux plus classiques, YouTube et compagnie. Et donc sur mon ordinateur, pareil, c'est Linux. J'efface tous mes historiques, du coup, je dois me reloguer à chaque fois. Okay. Donc c'est coûteux pour moi d'accéder aux réseaux sociaux. Et c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour ne pas devenir addict. Parce que là, tu te donnes une contrainte. Parce qu'on montre en fait en général que plus une tâche est compliquée, entre guillemets, moins tu as envie de le faire. Donc toi, de ton côté, tu as mis en place un système qui t'empêche d'y aller. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il y a un principe important en cybersécurité, ce qu'on appelle le sandboxing, le cloisonnement. Donc, l'idée, c'est les parties, découper un système informatique en plein de composants, et chaque composant, vous limitez au maximum ses droits, et vous donnez juste ce qu'il a le droit, de ce dont il a besoin, quoi. Okay. Et moi, avec mon système 1, j'essaie d'être pareil, quoi. Mon système 1, j'essaie de le limiter à tout ce qui ne peut pas trop nuire à mon système 2. Ok, super. Merci beaucoup, Lé. Et pour terminer, s'il y avait une seule personne que tu aimerais écouter sur ce podcast, ce serait qui? Francophone? Je vous invite, il y a mon co-auteur Jean-Loup Fourquet, ou sinon mon autre co-auteur Elmadi M. Hamdi, qui est professeur à Polytechnique. Super. Merci beaucoup pour ta présence, le partage. Plaisir. Salut. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de ce podcast avec Lé. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que ce podcast vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous avez appris. Pourquoi est-ce que je pose la question? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où l'attention, c'est la ressource la plus précieuse qu'on a en fait. Le temps, vous allez voir, on est tout le temps sollicité. On scrolle sur LinkedIn, on scrolle sur TikTok, on scrolle partout.
les emails, les notifications, on n'arrive plus en fait à être concentré. Donc, prendre 1 heure de temps pour suivre un podcast, on doit maximiser le retour sur investissement de votre temps. En tout cas, moi, c'est ma philosophie sur le constat. Maximiser le retour sur investissement de votre temps. Et si après 1 heure d'écoute, vous avez retenu une seule chose, j'ai atteint mon objectif. Donc, dites-moi en commentaire, quelle est la chose la plus précieuse que vous retenez de mon échange avec Lé. Si vous souhaitez davantage comprendre les risques qui sont autour de l'intelligence artificielle, je vous invite à aller regarder mon épisode avec Maxime Founès qui s'affiche juste ici pour vous qui êtes sur YouTube, où on parle ensemble des risques de l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que c'est urgent de mettre une pause? Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Bye.